Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'internaute.com. Aujourd'hui, pour vos questions de finances, nous allons vous parler de l'investissement sur l'or. Pour cela, on reçoit Laurent Schwartz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du comptoir national de l'or. Alors, est-ce toujours temps d'investir sur l'or ou est-ce trop tard? Que faut-il choisir parmi les investissements sur l'or? Il va répondre pendant 30 minutes à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à poser-les toutes. Et on commence par David qui vous demande, Monsieur Schwartz, en quoi l'or est un placement à part? L'or est un placement à part puisque c'est aujourd'hui considéré comme le placement le mieux décorrélé des autres classes d'actifs, c'est-à-dire que dans un portefeuille composé d'actions et d'obligations, il est bon d'avoir une part d'or entre 5 et 10% parce qu'il variera de manière indépendante des actions, des obligations, des autres matières premières. Et donc il stabilise un portefeuille et c'est pour ça que la majorité des gérants de portefeuille et des conseillers en gestion de patrimoine conseillent de détenir 5 à 10%. Il y a aussi une relation d'affect très particulière qui ne connaît plus les actions, par exemple. Alors c'est vrai que d'un point de vue historique, l'or joue un rôle particulier. Il joue un rôle particulier au niveau monétaire. L'or a été de la monnaie et parfois aujourd'hui encore considéré comme de la monnaie. Certains États américains considèrent aujourd'hui qu'il s'agit encore de monnaie, comme le Colorado récemment. Et c'est aujourd'hui donc un placement privilégié. Question de Raph, quelle est la meilleure façon d'acheter de l'or? Il suffit de se déplacer chez un professionnel, de passer un ordre pour acheter ce qu'il souhaite, donc pièces d'or ou lingots d'or. Dans une boutique ou plutôt sur Internet? Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de transactions qui sont par Internet. Il est possible d'acheter à la fois sur Internet et également en boutique. L'avantage de la boutique, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'une transaction en direct. On va vous expliquer. Si vous avez des questions sur la fiscalité, sur la manière de fonctionner, vous aurez des réponses en direct. Mais ça peut aussi se faire sur Internet, sur les sites qui sont sérieux. Et comment on le sait qu'un site est sérieux? Il y a des sites principaux qui fournissent un certain nombre de garanties et il faut savoir bien les identifier. En règle générale, l'internaute s'y repère. Parce que contrairement à des sites où on peut acheter des actions, les brokers en ligne par exemple, pour l'or, l'AMF par exemple n'intervient pas. Il n'y a pas d'autorité qui certifie le sérieux ou pas d'un site ou l'autorise à commercialiser de l'or. Non, un site sérieux est un site qui proposera pas n'importe quelle pièce, pas n'importe quel produit et qui apportera certaines garanties, notamment la garantie de la qualité boursable des produits qu'elle vend. Également, lorsque le site propose des produits sous sachet scellés qui viennent garantir la qualité boursable des pièces, la boursabilité étant la cotation, le bénéfice de la cotation. Une pièce qui est boursable est une pièce qui bénéficie d'une prime en plus du poids de l'or qu'elle contient. Et qui peut se revendre. Et qui peut se revendre. Question de François. En vous écoutant, il vous demande est-ce qu'il existe un outil de traçabilité des ventes d'or en France du type de Tracfin? Il n'y a pas d'outil de traçabilité des ventes d'or type Tracfin. Nous sommes soumis aux obligations Tracfin. C'est-à-dire que lorsque nous avons des soupçons sur des fonds qui aurait une provenance litigieuse, nous avons pour devoir de prévenir Tracfin. Mais il existe quand même des livres de police, c'est-à-dire qu'on sait qui achète de l'or et qui vend de l'or. Alors, nous avons effectivement un livre de police dans lequel nous recensons toutes les entrées et toutes les sorties de métaux précieux. Tout à fait. Et nous relevons l'identité de toute personne qui réalise une transaction à l'achat ou à la vente. Et que ce soit dans une boutique ou sur un site internet? Que ce soit dans une boutique ou sur un site internet. Mais du coup, la boutique, vous avez plus de garantie parce que vous avez vu la pièce d'identité alors que sur Internet... On voit la pièce d'identité, on voit la personne, c'est sûr que c'est plus sûr. Ça se passe comment sur Internet? On scanne son document et on l'envoie? Les sites les plus sérieux demandent un justificatif de domicile, une pièce d'identité et font quelques vérifications avant de réaliser une opération. D'accord, la première en tout cas. Parce qu'une fois qu'on a vérifié l'identité, on peut autoriser plus facilement. Donc, c'est pas instantané pour la première fois. Donc. Non. D'accord. Alors, on a quelques questions qui nous arrivent autour du rendement. On a d'abord Nadine qui vous demande pourquoi les cours ont baissé ces derniers temps. Est-ce vraiment opportun d'acheter de l'or? Alors, en général, le conseil qu'on peut donner, c'est d'acheter quand ça baisse et de vendre
quand ça monte. C'est mieux. C'est mieux. Donc aujourd'hui, selon nous, les cours sont à des niveaux opportuns et c'est plutôt intéressant actuellement. Donc c'est plutôt sain que les cours aient baissé pour pouvoir en acheter. C'est plutôt sain et c'est plutôt une fenêtre d'opportunité puisque sur le long terme, nous sommes plutôt haussiers. Là, la question de la rentabilité, alors il faut savoir que l'or a été multiplié par 5 depuis le début des années 2000 et donc même si l'or n'apporte pas et n'offre pas de rendement, c'est quelque chose qui, en termes nominal, a été quand même multiplié et continue à évoluer potentiellement à la hausse. D'accord. Alors Denis nous dit « Bonjour, ayant acheté en 2012, donc récemment, plus de 50 000 € d'or physique bien à l'abri dans le coffre de ma banque, quand je fais les calculs au taux de cotation actuel plus les taxes prises par l'État, si je revends, je suis perdant à ce jour. Peut-on espérer une hausse du cours ?» Alors, il est perdant, effectivement, il y a les taxes et il y a l'évolution du cours. Quand on investit dans l'or, on investit à moyen ou long terme au minimum. On n'achète pas à court terme pour revendre à court terme. Donc là, 2012, c'est trop tôt. C'est un investissement de long terme et on n'achète pas à court terme pour revendre à court terme. Le long terme, alors, il faut acheter au moins pour 5 ou 10 ans. Hein. L'investissement que l'on réalise doit se faire sur un minimum de 5 ou 10 ans et cet argent, on ne doit pas en avoir besoin à court terme. Donc Denis, il est un peu trop pressé dans sa question. Il est un peu trop pressé, je pense qu'il faut être patient. En revanche, il soulève également la question de la taxe et des taxes. Aujourd'hui, s'il n'a pas fait de plus-value, il n'a pas de taxe à payer. Il y a deux régimes, le régime de taxe sur les métaux précieux ou le régime d'imposition sur la plus-value. Dans son cas, il n'a pas réalisé de plus-value, donc il n'aura pas de taxe. Mais il faut qu'il soit un petit peu patient pour attendre une hausse éventuelle des cours. D'accord. Et donc, on a compris que vous étiez assez optimiste là-dessus. Peut-être qu'à travers d'autres questions, on aura l'occasion de le détailler. Question de Martin. Monsieur Schwartz, est-ce que l'argent ou le cuivre n'offrent pas de meilleurs rendements que l'or ? Alors, ce sont des métaux tout à fait différents de l'or. L'or évolue sur des marchés qui sont différents. L'or a des considérations monétaires d'une part et évolue en fonction de l'évolution du marché de la bijouterie. Donc c'est l'industrie du bijou qui impacte aussi ce marché et l'évolution du cours de l'or, alors que sur l'argent, c'est plutôt l'industrie automobile ou d'autres industries qui vont consommer le métal qui vont venir impacter le cours de l'argent, et le cuivre, d'autres industries également qui viennent impacter le cuivre. Donc c'est quand même tout à fait différent. Et l'or, en plus de l'argent ou du cuivre, l'or est dépendant des décisions des banques centrales et de considérations monétaires. D'accord. Donc, alors, est-ce que c'est plus intéressant c'est difficile à dire. L'or et l'argent aujourd'hui sont à des cours qui sont intéressants, puisque ça a diminué, ça a baissé, et donc une règle immuable, c'est d'acheter quand c'est bas. Donc à vous écouter, c'est quand même plus simple d'acheter de l'or et de comprendre la variation du cours de l'or que de l'argent ou du cuivre, parce qu'on voit qu'il y a des paramètres, voilà. Il suffit qu'il y ait une grosse commande d'un constructeur automobile et le cours peut soit se descendre, soit monter. Alors, c'est pas que c'est plus simple, c'est que c'est différent. L'or évolue à la hausse depuis un certain nombre d'années. L'argent et le cuivre ont également évolué, mais ils dépendent de marchés qui sont différents. Et il faut faire une analyse différente. Par ailleurs, quand vous voulez investir 30 ou 50 000 euros, ça va représenter 1 kilo, donc une brique de taille réduite. Si vous achetez pour 50 000 euros de cuivre ou pour 50 000 euros d'argent, il faudra un espace de stockage un petit peu différent, puisqu'il faudra 30 fois plus ou 40 fois plus d'espace pour stocker 40 000 euros d'argent que d'or. Donc des surcoûts non compris dans le prix. Oui, c'est des surcoûts et puis il faut avoir la place. Donc voilà Martin, pas sûr donc que l'argent et le cuivre soient finalement plus intéressants, ou en tout cas il faut faire des calculs un peu plus complexes avec d'autres paramètres. C'est différent. Alors question de Bruno54 qui vous dit « Monsieur Schwartz, je vous trouve trop optimiste, ne pensez-vous pas que l'or est en train de suivre la même situation que les actions à la fin des années 90 et du début de 2000 ?»
Alors, C'est-à-dire la même situation que les actions. une forte augmentation, de ce que je comprends, une forte augmentation, parce que c'est vrai que quand on regarde la courbe sur 10 ans de l'or, voilà, il y a un pic assez impressionnant. J'imagine que Alors, l'or a toujours augmenté dans l'histoire. Lorsqu'on reprend l'évolution du cours de l'or sur le siècle passé, on se rend compte que l'or a toujours augmenté. Il suffit de comparer l'évolution du cours de l'or par rapport à l'évolution des monnaies, l'évolution des devises, et on se rend compte qu'à différentes étapes dans l'histoire, les monnaies ont perdu de leur valeur et donc l'or a augmenté par rapport aux différentes monnaies. On l'a vu en 1945, on l'a vu au début des années 70, on l'a vu récemment avec le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui et la crise de 2008. Donc c'est quelque chose qui risque de ne pas changer et qui structurellement, compte tenu des différents paramètres qui composent l'offre et la demande d'or, devrait sur le long terme continuer de rester vrai. L'or reste haussier sur la durée. L'or évolue en fonction de l'offre et de la demande, comme tout marché. L'offre d'or, ça va être le recyclage et l'extraction minière. Le recyclage est quelque chose qui est limité. L'extraction minière est quelque chose qui est également limité. Et on voit que l'extraction minière évolue chaque année, croît chaque année d'à peu près 5%. C'est insuffisant comparé à l'évolution de la demande d'or qui, elle, est composée de la consommation du secteur de la bijouterie, qui consomme plus de 50% de la production annuelle d'or. Et le reste de la demande, ça va être les investisseurs, ça va être l'industrie, ça va être les banques centrales. Et quand on regarde un petit peu les forces en présence, quand on voit que 50% de la demande d'or est consommée par la bijouterie, elle-même consommée par l'Inde et la Chine pour plus des 2/3, on se rend compte que si l'on croit à la croissance asiatique, on ne peut que croire à une pression de la demande sur l'offre et donc à une évolution à la hausse des cours à terme. Et on regarde ces explications, donc la baisse qu'a connue l'or là depuis le début de l'année, il a remonté parce qu'il a quasiment repris les pertes qui ont été constatées depuis le 1er janvier. On est à peu près à un niveau stable. Comment on l'explique cette variation, cette chute? Alors on a une composante de la demande d'or qui est une composante volatile et qui est constituée des investisseurs. On a des investisseurs institutionnels essentiellement qui ont investi dans des fonds ETF. Le principal d'entre eux, c'est le SPDR Gold Trust, dans lequel George Soros a investi massivement. Et ces dernières semaines, sont passés à la vente et ont cédé une grosse partie de ce qu'ils détenaient. Sur un fonds SPDR qui détient plus de 1000 tonnes d'or, 1000 ou 1500 tonnes d'or, il y a quasiment 20% de cette quantité d'or qui a été cédée et vendue sur le marché sur une période très courte. Et on sait que ces investisseurs représentent une partie volatile de l'investissement et qu'ils peuvent à terme, à court terme, provoquer une contraction de ce marché. Ceci dit, il faut regarder le marché sur ses fondamentaux. Et ces fondamentaux, c'est que derrière, nous avons une consommation chinoise qui a profité de cette baisse des cours pour acquérir de l'or. On parle de la ménagère chinoise qui a profité de cette situation. Et de nombreux pays asiatiques aujourd'hui profitent de cette situation pour acquérir à bon compte de l'or. Donc une fois qu'on a apuré cette volatilité et que les investisseurs sont sortis de ce marché, effectivement on est sur un marché plus sain qui peut à terme continuer sa route. D'accord. Donc ce qu'on peut dire, c'est cette baisse finalement, c'est une baisse technique mais saine puisqu'elle permet de retrouver des acteurs sur le marché qui ont une logique de plus long terme et moins spéculative. C'est une baisse technique qui est saine parce qu'elle assainit le marché et elle permet de repartir sur une base haussière. D'accord. Question de Dan. J'ai acheté 3 lingots en 2001. Ne pensez-vous pas qu'il soit temps de les vendre? Alors, la question de l'achat ou de la vente est très personnelle parce que
Quand on achète ou quand on vend, c'est soit parce qu'on a des liquidités que l'on souhaite sécuriser et investir, donc c'est une situation très personnelle, parce que ces liquidités, on ne va pas en avoir besoin à court terme, et quand on souhaite vendre, c'est parce qu'on a réalisé une bonne plus-value et qu'on estime que c'est le moment de vendre et que peut-être on a aussi besoin de vendre ou envie de vendre. Donc c'est, je dirais, une décision très personnelle. Je pense que quelqu'un qui a acheté un lingot en 2001 et qui aujourd'hui a fait une confortable plus-value, il faut savoir prendre sa plus-value et il faut savoir aussi vendre et investir d'autres supports. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un d'autre qui aurait des choses un patrimoine à placer n'aurait pas tout intérêt à le placer. D'accord. Donc Dan, voilà. Ça dépend de ses projets, ça dépend de ses besoins en liquidité. Mais ce serait pas une erreur de vendre. C'est pas une erreur de vendre. Non, surtout quand on a fait une plus-value depuis 2001. Oui, qui va être très belle. Question de Lilian. Monsieur Schwartz, entre l'or physique et l'or papier, quel est le placement le plus intéressant? Alors, c'est pas la même chose. L'or physique, on l'a, on peut le toucher, on peut le garder dans son coffre. Il n'est pas dépendant d'institutions financières autres. Lorsqu'on achète de l'or papier, il y a la possibilité d'acheter de l'or alloué et de l'or non alloué, donc de l'or sur lequel la banque ou l'institution financière va avoir un droit dessus, et donc si elle fait défaut pourrait entraîner une perte pour l'investisseur. Donc c'est vrai que nous on a tendance à considérer que l'or physique est plus sécurisant parce qu'on en fait ce qu'on veut, on le transporte où on veut. Et c'est vrai que s'il fallait aujourd'hui livrer l'ensemble de l'or virtuel et l'or physique, il y aurait vraisemblablement un vrai problème pour fournir le marché. D'accord. Parce qu'il y a un peu plus d'or virtuel, c'est ça, par rapport à la réalité? Il y a un peu plus d'or virtuel, les taux de couverture ne sont pas systématiques. D'accord. Donc finalement, voilà, vaut mieux l'or physique parce que c'est plus prudent en fait. Hein, on considère que l'or physique est quand même plus prudent. Et puis si on reprend l'exemple de tout à l'heure sur l'ETF que vous avez évoqué, on voit que c'est hyper spéculatif et qu'à un moment donné, on peut être victime d'un choix qui n'est pas forcément rationnel. C'est spéculatif, mais le cours de l'or évolue pour l'or physique et l'or papier de manière parallèle. D'accord. Alors, on a pas mal de questions autour justement de l'or physique. On a d'abord Anto qui vous demande qu'est-ce que vous pensez des pièces et des lingotins? Ce sont les principaux produits d'investissement. Le lingotin, on peut acheter 1 kg, 500 grammes, 250 grammes, 100 grammes, 50 grammes, 20 grammes. Les pièces, ce sont des pièces qui vont de quelques grammes, 5 grammes à plus d'une trentaine de grammes. Donc ce sont deux supports privilégiés que l'on préconise. Et je ne sais pas quelle est la question. Vous avez quelque chose qui... Enfin, je complète peut-être la question en la voyant et en écoutant votre réponse. Et voilà, vers quoi votre cœur balance, les pièces ou les lingotins? Alors, ça dépend de ce qu'on souhaite en faire et ça dépend de son investissement. Si on a un souhait d'investir plus de 50 000 €, on ne va pas acheter des Napoléons, puisque le Napoléon il est à 250 € à peu près, donc ça ferait quand même beaucoup de Napoléons. Donc on va privilégier, on va orienter notre client vers des lingotins de 100, 250, 500 grammes pour qu'il ait quelques produits et pas une multitude de produits. Après, ça dépend aussi de ce que la personne souhaite en faire. Est-ce qu'à terme, elle souhaite le distribuer à ses petits-enfants, par exemple, auquel cas, quand on investit, mettons, 35 000 € dans un lingot, c'est compliqué de couper un lingot en plusieurs parties. Donc, effectivement, en fonction de ce qu'elle souhaite en faire à terme, il faudra qu'elle peut-être prenne des lingotins plus petits, de taille plus petite. Donc c'est voilà, lingotin ou pièce, c'est une question de liquidité. Plus on a des petites sections, plus on pourra les céder progressivement, parce qu'on ne souhaite pas aussi tout céder forcément d'une seule traite. Et puis après, il faut savoir que la pièce dispose d'une prime. La prime, c'est la représentation de la pression que met la demande sur l'offre.
plus il y a de demandes, plus la prime est élevée. Et donc quand on investit dans une pièce, on investit dans une rareté également de la pièce. Alors que lorsqu'on investit dans un lingotin, on investit que dans l'or, il n'y a pas de phénomène de rareté. Les Napoléons existent en quantité limitée et restreinte, ils proposent une prime. Le lingotin a une prime beaucoup plus faible. D'accord. Alors justement, vous parlez du Napoléon. On a une question de Joël qui nous dit « On parle souvent du Napoléon. Est-ce vraiment le meilleur choix? Est-ce que d'autres pièces méritent d'être achetées ?» Oui, d'autres pièces méritent d'être achetées, mais il faut rester sur les pièces les plus classiques et les plus liquides. Pourquoi? Le Napoléon, la croix suisse, le 50 pesos, le Krügerrand sont des pièces qu'il est très facile d'acheter et de vendre. Si vous vous mettez à acheter des pièces plus exotiques, plus rares, comme le Reichsmark par exemple, ou le 20 francs Tunisie, lorsque vous allez l'acheter, vous allez provoquer une pression sur ce marché parce qu'il y a peu d'offres et de demandes, il y a peu d'échanges. Donc vous allez l'acheter probablement cher et vous allez le revendre probablement pas très bien. Alors que le Napoléon, il s'échange de manière très courante. Attention, on parle du Napoléon boursable qui est le Napoléon à effigie coque Marianne, en bon état et donc de préférence sous sachet scellé. Est-ce qu'il y a d'autres pièces Napoléon, il y a mais qui d'autres sont effigies, des pièces de collection? Il y a d'autres effigies qui ne bénéficient pas de cette prime. Question de Martine. Si j'achète des pièces, devrais-je les stocker chez moi? N'est-ce pas un peu risqué? Alors nos clients décident soit de les stocker chez eux, parce qu'ils considèrent que c'est suffisamment sécurisant pour eux, soit de le stocker en banque, puisqu'un coffre en banque, ça coûte 60, 100 euros par an, et dépasser un certain montant d'investissement, c'est un coût qui reste marginal, et nous allons, nous, à terme, proposer une solution de stockage, puisque c'est une demande de la part de nos clients. D'accord. Oui, parce que si on est chez soi, il faut avoir le coffre-fort, il faut avoir les contrats d'assurance, les alarmes, tout à fait. Tout le dispositif. C'est préférable. Voilà. Ou alors une cachette bien, voilà. bien secrète. Et pas forcément dans le jardin sous un arbre. Voilà. Question de Quentin. Bonjour, j'ai lu récemment un article qui déconseillait l'achat de lingots d'or. Partagez-vous cet avis? Alors je ne sais pas quelles étaient les raisons de ces conseils. Pourquoi est-ce qu'il était déconseillé d'acheter des lingots d'or? On considère aujourd'hui que les cours de l'or sont à des niveaux attractifs et que lorsqu'on n'a pas encore diversifier son patrimoine, il est temps de le faire. D'accord. Mais peut-être que c'est l'outil, enfin, c'est pas la notion d'or, c'est plus le lingot plutôt que le lingotin ou les pièces. Est-ce que... Sur les 10 dernières années, je crois que le lingot d'or a largement fait ses preuves. Les marchés actions, aujourd'hui, on les anticipe à la hausse. Beaucoup d'économistes voient les marchés actions monter. Ils voient également une bulle se créer sur le marché actions puisque l'économie est un petit peu en décalage par rapport à cette évolution haussière. Pour nous, le lingot reste un support d'investissement attractif. Voilà Quentin, donc il faut relire l'article et voir, trouver les arguments et essayer de les challenger. Question de Romain, bonjour, voilà quelques semaines que je me dis qu'il faut que j'achète de l'or, mais je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous m'expliquer ? Alors, quand on achète de l'or, on se rend chez un professionnel et on se renseigne sur les cours de l'or et puis on va tout simplement passer un ordre d'achat. Donc sur la base des cours, la commande sera exécutée. On peut également acheter ce qu'on appelle de gré à gré. Si on n'achète pas sur un cours futur, on achète directement et on fixe le prix directement avec son interlocuteur. Et donc ça, c'est en fonction de l'évolution des marchés, en fonction des cours. Les cours sont disponibles sur la plupart des sites internet. Il faut donc suivre les cours et passer un ordre en agence. Quel est le montant pour la première fois quand vous recevez quelqu'un qui va acheter pour la première fois, vous lui dites, soit pour tester, mettez plutôt tel montant ou tel montant ou c'est... Non, il n'y a pas de montant, ça dépend de ce que souhaite investir la personne. Bon, le mieux, c'est de se rapprocher d'un professionnel qui va venir expliquer concrètement comment ça se passe. C'est très simple, hein. Vous arrivez en agence, vous passez une commande,
la commande est exécutée sur un cours, le règlement est effectué en amont et la commande est délivrée immédiatement. D'accord. Ça fonctionne comme un compte-titre? Alors oui, c'est un petit peu comme un compte-titre, d'une certaine manière, puisque si on passe un ordre d'achat, on va d'abord déposer les fonds pour pouvoir exécuter un ordre. Si on achète de gré à gré, en direct, c'est comme vous allez dans n'importe quelle boutique acheter un produit, vous vous rendez en agence, vous déposez les fonds et on vous remet les produits. Quand vous déposez les fonds, c'est des espèces ou est-ce que vous Alors, acceptez le règlement en carte bancaire? On accepte, plus personne n'accepte les espèces. Et d'ailleurs, si quelqu'un accepte les espèces, il faut fuir en courant parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très en phase avec la réglementation, qui est très stricte. Donc on accepte les chèques certifiés de banque, on accepte les virements bancaires et on accepte les cartes bleues aussi dans certaines agences. D'accord. Et avec des montants à chaque fois, enfin, comment se fait le choix de l'un ou l'autre? C'est à l'envie selon le client ou est-ce qu'il y a des montants où vous privilégiez tel type de moyens? C'est vrai que les cartes bancaires en général sont limitées, donc ça dépend du plafond de la personne qui vient, mais en règle générale, ça ne pose pas de difficulté. D'accord. Alors, vous aviez évoqué tout à l'heure un petit peu les frais et les taxes à travers une question qui nous avait été posée. Il y en a d'autres qui nous arrivent. D'abord, celle de Sébastien. Il ne devait pas être devant l'écran tout à l'heure. Alors, on va peut-être lui faire un rappel. Il vous demande la question suivante. Est-ce qu'il y a des frais de courtage sur l'or? Évidemment, il y a des frais de courtage sur l'or. Quand vous achetez un lingot ou une pièce d'or, eh ben, vous passez par un intermédiaire qui va prendre une commission. D'accord. Et cette commission, elle est dépendante de quoi? Alors, cette commission, elle est dépendante de la quantité d'or que vous allez acheter, donc selon certains paliers, et en fonction des produits que vous allez acheter, en fonction également du type d'achat que vous allez les réaliser. Est-ce que vous faites un achat de gré à gré ou est-ce que vous allez passer un ordre d'achat sur le marché? En fonction de ces paramètres, il y a une commission qui sera un petit peu différente. D'accord. Donc il faut, avant d'acheter aussi, comparer, essayer de voir combien on va Oui, être bon, les facturé. commissions sont en règle générale assez homogènes. D'accord, une fourchette à peu près. C'est de l'ordre de 3 à 5%. Si c'est sur des produits plus compliqués, ça peut être un peu plus élevé. Ça dépend des quantités, évidemment. D'accord. Question de Pierre, est-ce que les gains sur l'or sont taxés comme les actions? Alors, oui. C'est-à-dire que vous avez le choix, au moment où vous revendez votre or, d'être imposé soit sur le régime de la taxe sur les métaux précieux. On va vous taxer à hauteur de 8% du montant de votre revente. Mais depuis 2006, il y a une homogénéisation de la fiscalité sur le régime général d'imposition sur les plus-values. Et ce régime général d'imposition sur les plus-values vous permet d'être imposé uniquement sur la plus-value réalisée entre votre achat et votre vente à hauteur de 34,5% de votre plus-value avec un abattement de 10% à partir de la deuxième année de détention. Donc si vous détenez votre or depuis 12 ans, vous allez pouvoir être exonéré de toute fiscalité sur la plus-value. Et donc soit on choisit la taxe sur les métaux précieux, soit on choisit l'imposition sur le régime général des plus-values. Donc on retrouve là la notion qu'on voyait tout à l'heure, la durée de détention est déterminante. Alors, en fonction, si on choisit de spéculatif, on va plutôt prendre peut-être... En fonction de la plus-value, en fonction de la durée de détention, on va pouvoir choisir l'un ou l'autre. Et voilà. Très bien. Alors en écoutant les frais de courtage, vous avez titillé Arthur qui vous dit « Monsieur Schwartz, je souhaite acheter de l'or ou de l'argent. J'ai donc fait plusieurs vendeurs et je suis étonné sur la diversité de l'offre. Comment les vendeurs peuvent-ils avoir une telle différence de marge sur des produits identiques? L'un prend 1%, l'autre 1% ou encore 5%. » Alors, ça dépend du produit qui est acheté, ça dépend des quantités qui sont investies. Et effectivement, il y a des indépendants qui ont des tarifs moins compétitifs peut-être que des grands réseaux qui, eux, vont avoir des
des volumes plus importants. Donc il faut effectivement s'adresser à des personnes sérieuses, et il faut aussi faire attention à des commissions trop faibles, parce qu'une commission trop faible peut aussi révéler un produit de mauvaise qualité. Lorsqu'on achète un Napoléon et que la commission est trop faible, peut-être que le Napoléon n'est pas boursable tout simplement, et donc il faut bien se renseigner auprès de professionnels. Et alors comment on détecte ça, qu'un Napoléon est bien boursable? C'est-à-dire qu'il faut bien regarder la nature de la pièce, il faut que le professionnel vous garantisse la qualité de la pièce, donc déjà il faut lui poser la question. Il faut s'assurer qu'il s'agit, en ce qui concerne le Napoléon, d'un Napoléon à l'effigie coque Marianne, que le Napoléon est de bonne qualité, et également, pour avoir toute garantie, demander un sachet scellé, puisque le sachet scellé vient garantir la qualité boursable de la pièce. D'accord. Il faut exiger que sur la facture, vérifier que sur la facture, il est bien marqué Napoléon boursable. Donc, ce sont des petites indications qui permettent de détecter. Voilà. Alors, quand vous dites de bonne qualité, ça correspond à quoi? Qu'est-ce qui doit pousser le regard? Alors, il ne faut pas que la pièce ait une trace visible, une encoche visible, une trace de coup visible. Il ne faut pas qu'elle soit complètement oxydée, il faut qu'elle soit d'une qualité raisonnable. Alors, vous parlez d'oxydation, donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle soit verte? Il ne faut pas qu'elle soit verte, il ne faut pas qu'elle soit rouge, il faut qu'elle soit normale. Et alors, la couleur normale, c'est donc la couleur de l'or? C'est la couleur de l'or. Question de Francis, est-il possible de réduire les frais à l'achat ou à la revente? Est-ce que ça se négocie? Passer certaines quantités, oui, ça peut se négocier. Quand on achète plus de 30 000, 50 000 euros, on peut discuter les commissions. Ça va dépendre des volumes que réalise l'agence ou le réseau en question, puisque plus les volumes sont importants, plus le réseau est compétitif. D'accord. On va prendre encore 3 questions et nous arriverons au terme de notre émission. D'abord Clotilde qui vous dit bonjour. On dit souvent que l'or est une protection contre l'inflation. Pourquoi? On ne peut pas dire que depuis 10 ans, il y a une forte inflation en France et pourtant l'or a beaucoup augmenté. Alors, ça fait un siècle que l'or qu'il est démontré que l'or est une protection contre l'inflation. Il suffit de comparer le pouvoir d'achat sur le siècle d'un franc, d'un dollar, d'un euro, d'un Deutschmark ou d'un yen, comparé au pouvoir d'achat de l'or pour se rendre compte que le pouvoir d'achat de l'or reste stable, là où le pouvoir d'achat des monnaies décline. Il y a un phénomène d'érosion monétaire qui est naturel. Il y a 1-2% d'inflation par an sur ces 100 dernières années, avec des pics très importants dans les années 70. Et l'or n'est pas impacté par cela, puisqu'on ne peut pas créer d'or. Alors que la monnaie, et on le voit actuellement, on le crée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on considère qu'il n'y a pas vraiment d'inflation, en tout cas qu'elle est très réduite, voire qu'on est parfois en période déflationniste. Pour les pays développés? Pour les pays développés, on a effectivement sur la Chine, et puis depuis que le Japon a fait tourner sa planche à billets, l'inflation semble redémarrer. On considère que malgré tout, l'or reste non seulement une protection contre l'inflation, et que l'inflation, s'il n'y en a pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain. La Réserve fédérale imprime des dizaines de milliards de dollars tous les mois. La Banque centrale baisse ses taux constamment, elle l'a encore fait récemment. Peut-être qu'à terme, elle décidera aussi de faire tourner la planche à billets. Ça dépendra de la réaction des Allemands, qui pour le moment s'y opposent. Compte tenu des niveaux d'endettement des différents États européens, il est probable qu'on soit obligé de passer par là. Très bien, voilà Clotilde, quelques explications par rapport à cette notion. Lionel, on vous questionne et on va revenir sur le sujet hors physique, hors papier. En vous écoutant, il vous demande quelles seraient les conséquences d'une séparation de l'or papier de l'or physique sur le cours de l'or. Alors je ne sais pas ce que veut dire une séparation de l'or physique et de l'or papier. Si je
comprends moi aussi la question. Peut-être, vu que tout à l'heure vous parliez qu'il y avait un peu un aspect virtuel et un aspect réel, c'est si on voilà, il y avait plus de connexion entre les deux. Est-ce que si on écartait le papier de l'or réel, Le cours de l'or, physique ou réel, est lié. Les deux répondent au même marché. Le risque sur l'or virtuel, c'est que les principaux détenteurs d'or virtuel demandent à être livrés physiquement. Et s'ils demandent à être livrés physiquement, il y aura vraisemblablement des difficultés d'approvisionnement et donc une hausse importante des cours de l'or. D'accord, mais il n'y a pas de séparation possible, puisque le papier a pour support et référent le... Oui, a priori. l'or. On va finir avec la question de Franck, qui vous demande: les taxes sur l'or vont-elles changer? Il n'y a pas a priori de discussion ou de groupe parlementaire en discussion sur l'évolution de la taxation de ce marché. Ce n'est pas, je crois, la priorité de nos dirigeants actuellement. Très bien. Merci beaucoup Laurent Schwartz d'avoir répondu aux questions des internautes. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir posé vos questions et désolé auprès de ceux pour qui on n'a pas retenu la question. Il y en avait encore à poser, mais le temps imparti à notre émission est à présent terminé. Merci à Maud et Cécile qui étaient à la technique.